Merci d'écouter RFI, il est 5h30 à Kinshasa, 7h30 à Djouba, 6h30 à Paris. Sonia Ghezali. Bonjour à tous. Des chants, des klaxons et la foule hier à Kinshasa. Retour triomphal au pays pour l'opposant congolais Étienne Tshisekedi. Reportage à suivre de notre correspondante. Le président de l'UDPS, accueilli par des personnalités de l'opposition à son arrivée à l'aéroport. Nous entendrons l'une d'entre elles dans les prochaines minutes. Nelson Mandela en héritage, c'est ce que revendiquent deux partis sud-africains pour draguer l'électorat indécis. L'ANC et l'ADA au coude à coude dans les sondages à quelques jours des élections municipales. La 5e conférence du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le président burkinabé est à Yamoussoukro aujourd'hui, visite pour signifier que la hache de guerre est enterrée. Alpha Bari, le chef de la diplomatie étrangère burkinabé, est notre invité. De retour après 2 ans d'absence, Étienne Tshisekedi a été escorté par des dizaines de milliers de militants à son arrivée hier à Kinshasa. Retour triomphal pour le président de l'UDPS. Son parti et la police se sont accordés sur le dispositif de sécurité. Pour autant, chacun a eu le loisir de voir ou du moins d'apercevoir le chef du parti de l'opposition. Il a fallu 5 heures au convoi pour faire une vingtaine de kilomètres. Notre correspondante Sonia Rollet était sur place. Son reportage lorsque la voiture d'Étienne Tshisekedi atteint les quartiers populaires de la capitale en effervescence. Des véhicules de la police devant et derrière, le service d'ordre de l'UDPS pour éviter que la foule ne prenne d'assaut le véhicule de l'opposant historique et un Étienne Tshisekedi debout qui salue la foule par le toit ouvrant. Des dizaines de milliers de militants qui accompagnent le cortège depuis l'aéroport et de part et d'autre de la route, une foule plus dense encore. Les véhicules ont du mal à se frayer un chemin. Des chansons en hommage à Étienne Tshisekedi, mais aussi des chants hostiles au président Kabila. Tous les 2 à 3 km, Étienne Tshisekedi surgit, la foule immobilise le convoi. Même quand la nuit tombe, même sans électricité, des bougies illuminent le bord des routes. Une véritable procession. Les partisans du vieil opposant chantent. Ils allument ces bougies pour Chichi. Sonia Rollet, Kinshasa, RFI. À l'effervescence dans les rues de Kinshasa. Avant d'atteindre ces rues, Étienne Tshisekedi était à l'aéroport pour l'accueillir. Règles de sécurité oblige. Le comité était restreint, une 50aine de personnes. Et parmi elles, Joseph Olengankoy, le président des FUNUS. Il est membre de la dynamique de l'opposition et du rassemblement. Pour lui, le retour d'Étienne Tshisekedi marque un tournant dans la vie politique congolaise. C'est-à-dire le retour de Tshisekedi symbolise les changements et la détermination du peuple pour le respect de la Constitution. Vous pensez que c'est pour ça que les gens se sont réunis ? Les gens se sont mobilisés dans le cadre des rassemblements pour vraiment témoigner au monde de notre détermination. Et le 31, le dimanche 31, je crois que vous allez vivre ce qui va se passer dans ce pays et dans la vie de Kinshasa. Qu'est-ce qu'il représente ? Pourquoi est-ce qu'Étienne Tshisekedi est aussi important dans l'opposition ? Mais il est important, c'est une icône, c'est un homme historique du pays. C'est-à-dire Étienne Tshisekedi, il a toute sa vie, il a donné au service de la nation. Je crois que si le moins qu'on peut faire, c'est le reconnaître cela. Le président des FUNUS au micro de Sonia Rollet. Étienne Tshisekedi, de retour donc en République démocratique du Congo. Il y a quelques semaines, la présidente de la Commission de l'Union africaine l'avait rencontré. Nkosazana Dlamini Zuma qui appelle toutes les parties congolaises à s'engager résolument en faveur du dialogue. Dans ce cadre, elle a tenu à renouveler sa confiance à Edem Kodjo, facilitateur de l'Union africaine pour le dialogue national en RDC, appuyé par le groupe de soutien international. Le comité de l'ONU contre la torture, chargé de faire respecter la Convention de 1984, examine à partir d'aujourd'hui la situation au Burundi. La procédure est exceptionnelle. Il n'y a d'ailleurs que 2 précédents, en 1997 pour Israël et en 2012 pour la Syrie. La 3e concerne donc le Burundi. Des enquêtes sur les violations des droits de l'homme sont en cours dans le pays. Où en sont-elles ? C'est l'une des questions que poseront les 10 experts indépendants à la délégation burundaise présente à Genève. À sa tête, il y a la ministre de la Justice du Burundi, Carole Valade.
La demande du comité contre la torture porte principalement sur les enquêtes menées ou non par le gouvernement du Burundi. Il s'agit des cas de violation des droits de l'homme, en particulier les allégations concernant les services de renseignement et les Imbonerakure, la ligue de jeunesse du parti au pouvoir. Une dizaine d'organisations de la société civile burundaise ont été consultées par l'ONU, dont l'association des chrétiens contre la torture, présidée par Armel Nyongere. Beaucoup de cas de torture, beaucoup de cas d'arrestation arbitraire, beaucoup de cas de disparition forcée, d'exécution extrajudiciaire. Il y a vraiment de l'impunité au Burundi. Il n'y a pas d'enquêtes qui sont diligentées face à des crimes qui sont commis jour au jour au Burundi. Dans leur rapport, les autorités répondent qu'il n'y a pas d'impunité au Burundi. Les allégations de torture sont jugées exagérées car il n'existerait que 5 dossiers ouverts. L'ONU demande également des explications sur l'attaque par balle du défenseur des droits de l'homme Pierre Claver Mbonimpa et le meurtre de son fils. Sur ce cas, les autorités burundaises déplorent le manque de collaboration des plaignants, une réponse qui ne satisfait pas Armel Nyongere. On a vu qu'il n'a pas voulu répondre à la question posée parce qu'il a dit que Pierre Claver n'avait pas voulu collaborer et que par ailleurs, Pierre Claver Mbonimpa est poursuivi, comme si quelqu'un qui est poursuivi est condamné à être assassiné. Les experts doivent entendre la partie gouvernementale dès la fin de la matinée. Cette dernière n'a pas souhaité s'exprimer pour l'instant. À Carole Valade, 6h36 à Paris, 4h36 à Yamoussoukro, la capitale de la Côte d'Ivoire qui accueille ce jeudi Roch-Marc Christian Kaboré, le président burkinabé. Une visite de réconciliation après de multiples tensions. Il y a eu le mandat d'arrêt contre Guillaume Soro, le président de l'Assemblée ivoirienne, soupçonné d'être impliqué dans le coup d'État raté de septembre 2015. Un mandat que la justice burkinabé a fini par lever le mois dernier. Il y a eu aussi la nationalité ivoirienne accordée à l'ancien président Blaise Compaoré. Son éventuelle extradition est donc plus compliquée. Et pour autant, l'un des cofondateurs du mouvement Balai Citoyen estime que les autorités burkinabées n'auraient pas dû renoncer à la procédure judiciaire. Le rapport Smoké répond à Anne Kantner. Ce sont des concessions qui font abstraction de la justice et donc qui briment le citoyen burkinabé. Et les réseaux sont là, les réseaux font pression. Nous regrettons en tout cas que ce gouvernement-là n'aille pas jusqu'au bout de la logique. Nous pensons que de toutes les façons, ces mandats d'arrêt tôt ou tard devront pouvoir être mis en pratique. Justice avant réconciliation. On ne peut pas avoir de réconciliation sans justice. Ça me semble objectif et logique. Je crois que tout le monde désire la paix, mais tout le monde, on ne peut pas se passer de justice non plus. Déjà, je ne vois pas pourquoi on parle de grande réconciliation entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. D'abord parce que les peuples ivoiriens et les peuples burkinabés n'ont jamais été opposés, loin de là. C'est un problème politique et il est quand même dommage que pour les intérêts individuels de présumés assassins ou complices d'assassinat, on en vienne à prétexter qu'il y a une réconciliation quelconque. Les mandats d'arrêt internationaux qui ont été émis sont des mandats d'arrêt internationaux, à mon avis, justes. Le rapport Smoké qui répondait à Anne Kantner. Mahmoud Bari a été transféré à Bamako, le chef du Front de libération du Massina, une unité du groupe islamiste radical Ansardine, arrêté hier dans le centre du Mali, doit être entendu par la police judiciaire. L'homme surnommé aussi Abou Yehia est soupçonné d'avoir participé à plusieurs attaques contre les forces d'opposition maliennes depuis plus d'1 an. Le scrutin municipal en Afrique du Sud, il s'ouvrira le 3 août prochain. 3 grandes villes du pays pourraient basculer dans l'opposition. L'Alliance démocratique qui arrive en tête dans les sondages, devant l'ANC au pouvoir. 2 partis rivaux qui se disputent un même héritage pour convaincre les électeurs, celui de Nelson Mandela. À Johannesburg, les précisions de Lisa Fabian. Mais à qui donc appartient l'héritage de Nelson Mandela aujourd'hui ? En début de semaine, l'Alliance démocratique a placardé des affiches portant ce slogan « Honorer le rêve de Madiba, voter pour la DA ». Un message qui passe très mal auprès de l'ANC qui a redoublé ses attaques contre le premier parti d'opposition. Comme toujours, le Congrès national africain accuse l'Alliance démocratique d'être un parti blanc qui souhaite ramener l'apartheid en Afrique du Sud. Le porte-parole du parti majoritaire a estimé qu'il s'agit d'une initiative insensible pour la mémoire de Madiba, pour sa famille et son organisation l'ANC. Il rappelle que Mandela avait une fois évoqué la DA comme un parti de patrons blancs et de larbins noirs. Pourtant, Moussi Maïmane, premier leader noir de l'Alliance démocratique, estime que son point de vue serait différent aujourd'hui. Pour lui, ces attaques sont une preuve supplémentaire que l'ANC, incapable de créer des emplois et d'endiguer la corruption, n'a
plus d'autre choix que de jouer sur les divisions raciales du pays pour tenter d'emporter les élections. Le jeune leader de l'opposition préfère, lui, appeler les Sud-Africains à se réunir autour de leur histoire commune. Lisa Fabian, Johannesburg, RFI. L'ONU ouvre une enquête après des accusations de non-assistance à personne en danger visant des casques bleus au Soudan du Sud. Les faits ont été relayés dans la presse locale. Des soldats de la paix de la MINUS, la mission onusienne dans le pays, auraient été témoins d'un viol collectif commis par des soldats sud-soudanais sur une femme. Malgré les appels à l'aide de la victime, ils ne seraient pas intervenus. L'agression a eu lieu près d'une base de l'ONU. Le commandement de la MINUS évoque d'autres cas d'agression sexuelle sur des civils, dont des mineurs. À Juba, des soldats sud-soudanais en uniforme sont mis en cause également. Ces violents réunions sont commis dans le contexte des violences qui secouent le pays depuis le début du mois. Les troupes du président Salva Kiir et les milices pro-Riek Machar continuent de s'affronter par endroits dans le pays. Et l'opposant sud-soudanais est sorti de son silence hier soir. L'ancien vice-président a donné une interview à nos confrères de la chaîne qatarienne Al Jazeera. Il critique la nomination de l'un de ses anciens collaborateurs pour le remplacer au gouvernement. Les précisions de Léonard Vincent. Je suis toujours le vice-président du Soudan du Sud. La nomination de Taban Dengai est illégale. Salva Kiir n'avait aucune autorité pour le nommer à mon poste. Voilà en substance ce qu'a déclaré Riek Machar depuis sa cachette des environs de Djouba. Selon lui, lors de son départ de la capitale début juillet, il avait d'ailleurs chargé le ministre de l'Intérieur, Alfred Ladougor, d'assumer sa fonction en attendant son retour. Et Riek Machar prévient, pour lui Salva Kiir a fait le premier pas vers l'effondrement de l'accord de paix. Il exige une fois de plus l'intervention de la force d'interposition décidée au sommet de l'Union africaine pour revenir à Djouba, une force militaire pourtant catégoriquement refusée par son rival au nom de la souveraineté nationale. Mais si la communauté internationale échoue, conclut Riek Machar, l'accord de paix aura échoué. Entre-temps, à New York, un porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a lui aussi émis des doutes sur la manœuvre de Salva Kiir pour mettre son adversaire à l'écart, quoique avec un langage très diplomatique. Les nominations politiques, a déclaré Farhan Haq, doivent être compatibles avec les dispositions énoncées par l'accord de paix. Fin de citation. Quelle est la stratégie globale de l'Union européenne en matière de politique étrangère et de sécurité ? Le sujet a fait l'objet d'une conférence à Madagascar hier. L'occasion d'aborder la relation entre Antananarive et Bruxelles. Celle-ci repose sur les bases de l'accord de Cotonou depuis 2000. Ses principaux axes sont le dialogue politique pour la bonne gouvernance et le respect des droits de l'homme. Pour ce qui est de l'aspect économique, il faut savoir que l'Union européenne est le principal bailleur et principal partenaire commercial de la Grande Île, Jeanne Richard. Avec le 11e FED, le Fonds européen de développement de 518 millions d'euros débloqués entre 2014 et 2020, l'Union européenne est le premier bailleur de la Grande Île. Lothar Jaschke, chef de la section politique de la délégation de l'Union européenne à Madagascar, explique quels sont les axes principaux de cette coopération. Les secteurs de concentration, c'est les infrastructures, les routes, l'énergie, c'est la bonne gouvernance, y compris l'assistance budgétaire et le développement rural contre la pauvreté. Et outre les accords économiques et le dialogue politique traditionnel, selon le docteur David Olivagnain, doyen de la faculté de droit, d'économie de gestion et de sociologie à l'université d'Antananarive, les relations entre l'UE et Madagascar ont également pris une nouvelle dimension. Dans le but d'assurer le développement du pays, il faut assurer la stabilité politique. L'Union européenne ne se limite plus seulement sur une coopération entre États et États, mais l'Union européenne a pensé qu'il est plus efficace de privilégier le partenariat avec la société civile. Une diversification qui montre selon lui un manque de confiance envers les politiciens malgaches. Pour aider à sortir du cycle de crise dans le pays, l'UE compte donc désormais aussi avec la société civile. Jeanne Richard, Antananarive, RFI. Et il est 7h44 à Antananarive, 4h44 à Yamoussoukro. Afrique Matin sur RFI. Sonia Ghezali. À venir dans les prochaines minutes, la revue de presse de Frédéric Couteau, avec à la une le retour en République démocratique du Congo de l'opposant historique Étienne Tshisekedi. Ensuite les sports, mais avant cela, question géopolitique, fin d'une période de tension entre Ouagadougou et Yamoussoukro. On en parle avec notre invité dans quelques secondes, restez avec nous. RFI.
Première visite du président burkinabé chez son voisin ivoirien. Les deux chefs d'État vont s'entretenir sur plusieurs dossiers à l'occasion de la 5e conférence du traité d'amitié et de coopération entre les deux pays. Et si les relations n'ont pas toujours été au beau fixe, le vent a tourné favorablement. C'est le message des deux présidents, relayé par le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Alpha Bari, arrivé hier en Côte d'Ivoire. Il est notre invité. En ligne de Yamoussoukro, il répond aux questions de Christophe Boisbouvier. Alpha Bari, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous attendez de cette première visite du président Roch-Marc Christian Kaboré en Côte d'Ivoire ? C'est le renforcement des relations entre les deux pays. Nous avons déjà beaucoup avancé depuis janvier où les deux chefs d'État se sont rencontrés à Addis Abeba. Aujourd'hui, on attend de cette visite qu'il y ait surtout ce renforcement des relations beaucoup attendu par nos populations, surtout les populations nombreuses qui vivent ici en Côte d'Ivoire. Alors ces derniers mois, les relations ont été tumultueuses entre vos deux pays. Oui, en effet. On ne va pas cacher les choses. Il y a eu des moments difficiles dus au mandat d'arrêt lancé contre le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, et puis par l'attaque d'un camp de Ouagadougou perpétrée par des ex-RSP qui sont venus d'Abidjan. Donc du coup, la tension était montée entre les deux parties et aujourd'hui, je pense que tout ça, c'est derrière nous. Alors justement, après le putsch raté des ex-RSP, régiment de sécurité présidentielle en septembre 2015, la justice de votre pays a lancé un mandat d'arrêt contre Guillaume Soro, le numéro 2 de l'État ivoirien. Puis la justice burkinabé a retiré ce mandat d'arrêt. Pourquoi ? Ça, je ne saurais vous dire. Ça, c'est une affaire de justice. Est-ce que vous n'avez pas dû céder à des pressions amicales de la part de la Côte d'Ivoire ? Non, pas du tout. La seule chose que je constate par ailleurs, c'est que Interpol, qui était chargé d'exécuter le mandat, a quelques jours avant indiqué pour des raisons politiques qu'il ne pouvait pas appliquer ce mandat. C'est-à-dire que Interpol ne s'occupe pas des questions militaires et politiques et c'est une décision qui se prend à Lyon et non à Ouagadougou. Alors en février dernier, 4 présumés putschistes du RSP de septembre 2015, et notamment l'adjudant-chef Moussa Nébié, dit Rambo, ont été livrés par la Côte d'Ivoire à votre pays. Est-ce en contrepartie de ces 4 extraditions que les poursuites contre Guillaume Soro ont été abandonnées ? Non, je ne crois pas du tout. Je pense que les explications entre les deux chefs d'État a abouti à un règlement diplomatique des conséquences nées de l'affaire du mandat d'arrêt. Donc après ces conclusions entre les deux chefs d'État, l'arrestation et puis l'extradition du sergent-chef Rambo fait partie de cette volonté de régler de façon diplomatique le problème et de tourner la page de la discorde entre les deux pays. En tout cas, l'extradition de ces 4 putschistes a beaucoup réchauffer les relations entre vos deux pays, j'imagine. Oui, absolument, absolument. Et c'est après ces 4 extraditions que l'affaire Guillaume Soro a été réglée. Non, c'est après l'extradition du sergent-chef Rambo que moi je me suis rendu à Abidjan pour remercier le président Alassane Ouattara et nous avons continué à chercher à faire aboutir les travaux du traité d'amitié et de coopération et on est arrivé au résultat auquel on est aujourd'hui. Parallèlement, je constate que la justice burkinabé est arrivée à lever le mandat. Autre sujet qui fâche entre vos deux pays, Alpha Bari, c'est la protection accordée par la Côte d'Ivoire à Blaise Compaoré depuis 2014. Quand vous avez appris que votre ancien président avait acquis la nationalité ivoirienne, comment vous avez réagi ? Vous savez, de toutes les façons, face à tout ce qui pouvait nous diviser, il faut dialoguer, il faut des règlements diplomatiques. Mais vous savez que votre opinion publique exige la vérité sur l'assassinat de Thomas Sankara en octobre 87, sur les cas de détournement de fonds publics pendant la présidence Blaise Compaoré. Qu'est-ce que vous répondez à cette double demande ? Ce sont des demandes qui sont légitimes. D'abord pour les victimes du coup d'État d'octobre 87. Mais nous, on ne s'arrête pas là. La vie des deux nations ne s'arrête pas au cas de Blaise Compaoré. Et nous avons des millions de Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire. Nous avons des échanges importants entre nos deux pays et nous avons l'obligation donc de travailler à préserver cette bonne relation entre le Burkina et la Côte d'Ivoire.
Tôt ou tard, Blaise Compaoré devra rendre des comptes, a déclaré le président Roch Marc-Christian Kaboré il y a 2 semaines à Jeune Afrique. Oui, j'ai lu ça et je ne me permettrai pas de commenter les propos du président Roch Kaboré, mais je dis bien que le fait que les gens réclament que Blaise Compaoré réponde, c'est légitime, mais je dis la mission pour laquelle moi j'ai été mandaté, c'est celle de travailler pour les Burkinabés de l'extérieur, mais c'est celle aussi de travailler pour améliorer les relations du Burkina avec les autres États, et c'est ce travail que je fais tous les jours. Donc pour vous, la priorité, c'est notamment la tranquillité de la très grande communauté burkinabé qui vit en Côte d'Ivoire? Oui, et il y a d'autres choses aussi, M. Boisbouvier. Imaginez toute la menace terroriste, djihadiste que nous avons, et imaginez les avancées que nous avons connues grâce aux échanges entre les 2 pays, et imaginez que tout ça ne pourrait pas se faire si effectivement il y avait toujours une situation de discorde entre les 2 pays. Et concrètement, Alpha Barry, qu'est-ce que vous attendez de cette nouvelle réunion du TAC, le traité d'amitié et de coopération? Il s'agit du chemin de fer, la rénovation du chemin de fer entre les 2 pays, également l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou. Nous avons un projet de pipeline, mais on a aussi des discussions sur le commerce, sur les questions de jeunesse. Naturellement, ces 2 pays qui sont proches et les populations que nous avons côté ivoirien sont là pour le prouver. Alpha Barry, merci. En ligne de Yamoussoukro, le ministre burkinabé des Affaires étrangères qui répondait à Christophe Boisbouvier. Sonia Ghezali. Les titres de l'actualité internationale, l'avant-dernier jour de la Convention démocrate aux États-Unis avec le discours attendu du président américain Barack Obama. En France, après l'assassinat d'un prêtre à Saint-Étienne-du-Rouvray mardi, les enquêteurs se concentrent désormais sur l'identification du 2e terroriste. Une vidéo montre en tout cas les 2 jeunes hommes prêtés allégeance au groupe État islamique. Hier, un hommage a été rendu à la cathédrale Notre-Dame de Paris et le président français François Hollande a reçu les représentants des principaux cultes. La Turquie et le président Recep Tayyip Erdogan qui va mener un conseil militaire suprême aujourd'hui. Il s'agira de réorganiser l'armée après le coup d'État manqué d'il y a 2 semaines. D'après les chiffres officiels, environ 150 généraux ont été limogés. Cela représente près de la moitié de l'état-major. 130 organes de presse ont par ailleurs été fermés. RFI. 6h51 à Paris, l'heure de la revue de presse Afrique avec vous Frédéric Couteau, bonjour. Bonjour Sonia, bonjour à tous. Et à la une, Tshisekedi à Kinshasa. Oui, après 2 ans d'absence pour raison médicale, Étienne Tshisekedi est donc de retour en République démocratique du Congo. C'est sous le coup de 14h05, rapporte le site d'information Afrique Télégraphe, que l'avion transportant l'opposant historique et sa délégation s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport de Njili sous le regard enthousiasmé de l'assistance venue l'accueillir. En effet, des grappes humaines à Njili, s'exclame le site d'information congolais 7/7. Véritable raz-de-marée. Kinshasa est en ébullition. Des milliers de Kinois se sont déplacés à l'aéroport pour accueillir le sphinx de Limete. L'arrivée d'Étienne Tshisekedi a mobilisé du beau monde. En tête de la mobilisation, les partis membres du Rassemblement. Les communes de l'Est de la capitale sont inondées. Des drapeaux, banderoles et t-shirts à l'effigie du leader de l'UDPS sont visibles partout. Tout le long du boulevard Lumumba, militants à pied et à moto sillonnent presque dans tous les sens. La police observe, pointe le site, mais se limite au conseil pour éviter des débordements. On le croyait rangé aux oubliettes de l'histoire, le voici de nouveau l'objet de toutes les attentions et au centre du jeu politique congolais, commente le site Africarabia. Oui, coiffé de sa célèbre casquette, l'opposant historique s'est offert un bain de foule le long des 15 km reliant l'aéroport à sa résidence du quartier de Limete. Plus de 100 000 sympathisants en liesse, à pied ou en moto donc, ont escorté le président de l'UDPS jusqu'à la tombée de la nuit dans une cohue indescriptible à la lumière des bougies et des lampes de poche. Les Kinois ont tenu à accompagner Tshisekedi jusqu'à son domicile. En tout cas, poursuit Africarabia, le plus dur reste à venir désormais pour Tshisekedi après ce retour réussi. Le vieux sera-t-il à la hauteur du défi politique qui l'attend, à savoir réussir à négocier le départ de Joseph Kabila au soir du 19 décembre 2016, date de la fin de son second et dernier mandat théorique? L'opposition, rappelle le site, accuse en effet le président congolais de vouloir retarder volontairement la date de la prochaine présidentielle pour se maintenir au pouvoir après 2016. L'opposant historique à la santé chancelant
chancelante trouvera-t-il la solution pour débloquer la crise politique, s'interroge encore Africa Arabia. Certains craignent que son intransigeance légendaire, qui fait aussi sa faiblesse, ne soit un frein pour concilier majorité et opposition sur l'après 19 décembre. Une chose est sûre, conclut le site, ce retour triomphal à Kinshasa démontre que le doyen de l'opposition est encore sacrément populaire et qu'il faudra encore compter avec lui dans la vie politique congolaise. Avec le retour de Tshisekedi, en particulier après la mobilisation et l'enthousiasme que ce retour a suscité, les cartes sont rabattues et les compteurs remis à zéro, estime pour sa part le site d'information guinéen ledjeli.com. À partir de maintenant, c'est un nouveau rapport de force qui se met en place, un bras de fer que le camp Kabila, contrairement à ce qu'il espérait, n'est pas sûr de remporter. L'opposition congolaise, orpheline depuis les déboires judiciaires de Moïse Katumbi, retrouve donc un nouveau parrain. Relève également le pays au Burkina. L'accueil qui lui est promis et le meeting annoncé du 31 juillet seront pour lui non seulement un test de popularité, mais aussi une revue de troupes avant les journées chaudes annoncées. Alors qui s'imposera finalement à la tête de l'opposition ? Entre Tshisekedi, Vital Kamerhe et Moïse Katumbi, la rivalité ne va pas manquer, pointe en effet l'observateur Palga, toujours à Ouaga, et compte tenu de l'âge de l'opposant historique, qui a son avenir derrière lui, il va plus se soucier certainement de sa santé que d'autre chose. Tout au plus, il pourra être un élément fédérateur des jeunes pousses. Une chose est sûre, relève encore le quotidien ouagalais, Kabila ne fera de cadeau à personne, ni aux vieux lions, ni aux jeunes loups. Les groupies qui scandaient « Kabila, c'est fini » doivent être un peu plus lucides. Quand bien même le Messie serait de retour, il lui faudrait opérer le miracle d'éjecter du fauteuil présidentiel celui qui veut y faire pousser des racines. Merci Frédéric Couteau pour cette revue de presse. Belle journée à vous sur RFI. Et puis restez avec nous sur Radio France Internationale. On se retrouve dans quelques secondes, le temps de marquer une courte pause avant le journal des sports qui sera présenté par Pierre Chaperon. Et puis dans un peu moins de 5 minutes également une nouvelle édition consacrée à l'actualité internationale. Ce sera à 7h heure de Paris, 2 heures de moins en temps universel. Édition dans laquelle mon confrère reviendra également sur la Convention démocrate aux États-Unis. Restez avec nous sur RFI. 7 milliards de voisins. Charlie Dupiot attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui, femme et sportive, pourquoi la vie d'athlète est-elle si difficile quand elle se conjugue au féminin ? demain, quel avenir pour les enseignants contractuels non fonctionnaires en Afrique ? Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. 7 milliards de voisins, Charlie Dupiot. Du lundi au vendredi, à partir de 10h10 TU. RFI. Vivez votre passion du sport avec MoneyGram, transfert d'argent. Le journal des sports avec Pierre Chaperon. Bonjour Pierre. Bonjour Sonia. Le football au programme ce matin, les Coupes d'Afrique des clubs plus précisément ont disputé hier la suite et fin de la 4e journée, la Coupe de la Confédération. Le TP Mazembe est qualifié pour les demi-finales. Les Corbeaux se sont imposés 1-0 contre les Algériens de Béjaïa. C'est le Zambien Rainford Kalaba qui a inscrit l'unique but de la rencontre et malgré la joie de la qualification, l'entraîneur de Mazembe, Hubert Velud, trouvait à redire sur la performance de son équipe. Première mi-temps correcte, mais un peu de lenteur dans certaines transmissions de balles. Dans le jeu collectif, c'était un match difficile parce que le MOB nous a laissé très peu d'espace, très regroupé, ils ont bien défendu. Mais on a trouvé la faille à un moment donné où justement ils nous ont laissé un peu d'espace sur un contre de notre part. Bon, nous on sent qu'on a des joueurs à tout moment, s'il y a un peu d'espace, on peut faire la différence, c'est ce qui s'est passé sur le but. Mais bon, c'est vrai qu'à domicile, on voudrait faire des différences plus grandes, notamment au niveau du jeu, au niveau de l'efficacité offensive. On doit encore progresser à domicile alors qu'on se montre en général plus solide à l'extérieur. Tout le monde a fait son travail avec un très grand état d'esprit. Je suis content pour le groupe. C'est une qualification, on a été la chercher. On est vraiment sur une bonne dynamique positive. Par rapport au match de Médéama, on veut surtout pas se relâcher. Parce que la première place est très importante dans le groupe. On connaît l'importance de l'ordre des matchs aller-retour en demi-finale ou si Dieu le veut en finale. On fera tout pour finir premier du groupe. Propos recueillis par Pascal Mwangala. Au classement, le TP Mazembe a 10 points, c'est 5 de plus que Béjaïa et Médéama. Dans le groupe B, la qualification pour le dernier carré se rapproche pour le FUS de Rabat. Les Marocains vainqueurs 3-0 de leurs compatriotes du Kaukab Marrakech. Au classement de ce groupe B, le FUS compte maintenant 10 points, tandis que son adversaire du soir se retrouve à la 3e place avec 6 unités, soit une de moins que le 2e, l'Étoile du Sahel. On passe à la Ligue des Champions dans le groupe A. Mauvaise opération pour la SEC Abidjan. Match nul, un but par
partout pour les Mimos face aux Zambiens de Zesco United. La SEC se retrouve à la dernière place du groupe derrière le National du Caire, vainqueur à 1-0 du Wydad Casablanca. Le WAC premier avec 7 points, soit autant que Zesco United. Dans le groupe B, direction les demi-finales pour les Mamelodi Sundowns. Les Sud-Africains l'ont emporté 1-0 contre le Zamalek du Caire. Le club de Pretoria compte 9 points en tête de cette poule dans un groupe réduit à 3 suite à la disqualification de l'Andante Sétif. Le dernier ticket se jouera entre le Zamalek du Caire, 3 points, et les Nigérians d'Enyimba qui n'en comptent aucun. Merci Pierre Chaperon pour ce journal des sports. Restez avec nous sur RFI, 6h59 à Paris. Le journal des sports Afrique vous a été proposé par MoneyGram Transfert d'argent. Plus de 30 000 points de vente MoneyGram à votre service partout en Afrique. MoneyGram, le lien qui vous rapproche.